שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם עושה שמיים בארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך. מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם עושה שמיים בארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך. מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד מה אני עושה פה בלעדייך? אין לי כלום מלבד האהבה, כל הערב מחייג אלייך, את לא עונה.
הסתגרתי לי לבד בחדר, כמו משוגע הולך מפה לשם. החיים איבדו כיוון וסדר, אין לי עניין. אלוהי, אלוהי, אלוהים, לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. האורות קווים בחלונות, אנשים חולמים על המחר, לא יכול לישון, רוצה לבכות, עצוב לי וקר. ופתאום צלצול ואת בדלת, תתנצל אומרת, מתנצל, את אהובתי ואין אחרת, די לערפל. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אני לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן, רק איתך אלך נשוטט בעולם, לא יודע איך, לא יודע לאן. אנגן לך שיר, אזמזם פזמון, את אהבתי עד יומי האחרון. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי,
עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עושה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. Je vais laisser la parole à notre hôte, le président directeur général de la Monnaie de Paris, Monsieur Aurélien Rousseau. Monsieur le Premier ministre, Madame l'ambassadeur, Monsieur le grand rabbin, Mesdames et Messieurs, cher Rafi, à l'heure où l'on parle d'écologie et de développement durable, là je sens un peu d'interrogation dans l'assistance. Quel est le lien avec Rafi? Il est simple, c'est les circuits courts. Puisque ce soir, la Légion d'honneur qui va être remise à Rafi a été fabriquée derrière moi, dans l'usine de la Monnaie de Paris, la dernière usine de Paris, où nos artisans travaillent tous les jours les monnaies les plus prestigieuses, les décorations et les médailles. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici, très heureux Rafi de t'accueillir, de continuer cette histoire dans cette maison, qui est une maison ouverte aux artistes, ouverte à la production et ouverte au monde aussi, ouverte sur la ville et ouverte sur le monde. Et je n'en dirai pas plus, mais je trouve que ouvert sur la ville et ouvert sur le monde, comme dirait l'autre, c'est une assez belle définition de toi, Rafi. Et donc, par avance, toutes mes félicitations, mais je laisse la parole à Monsieur le Premier ministre.
Madame l'ambassadrice d'Israël, chère Aliza Minnoun, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, cher Chakib Ben Moussa, Mesdames et Messieurs les élus, et je salue notamment la députée Élise Fagelès, présidente du groupe d'ailleurs d'amitié France-Israël et qui revient d'Israël, Monsieur le grand rabbin, cher Alain Goldman, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les responsables religieux, Mesdames et Messieurs, tout simplement en fonction de vos responsabilités, Mesdames et Messieurs, chers amis. Pourrait-on imaginer d'ailleurs un lieu plus somptueux, plus exceptionnel pour accueillir cette belle cérémonie républicaine, malgré les nombreuses kippas présentes ici, républicaine toujours, bien sûr, qui nous réunit ce soir. Un lieu exceptionnel que cet hôtel de la Monnaie de Paris, pour un événement lui aussi exceptionnel, et qui restera, je n'en doute pas, gravé dans la mémoire et dans le cœur du premier concerné. Bien sûr, mais je le crois de vous toutes et tous ici présents, pour rendre un bel hommage à son parcours qui fait que nous sommes justement ici, dans ce lieu. Alors évidemment, je reconnais bien l'esprit facétieux d'Aurélien Rousseau, qui nous réunit dans cette salle avec une araignée qui est là pour faire peur aux enfants, celle de Louis Bourgeois. Il y a actuellement à Tel Aviv une très grande et belle exposition Louis Bourgeois. Elle est ici aussi. Et du très grand art, et il faut l'apprécier. Et je remercie donc, en commençant, très chaleureusement et avec beaucoup d'émotion, Aurélien Rousseau, qui est enfin ici pour me recevoir, parce que chaque fois que je viens ici, il n'est pas là. C'est un private joke, comme on dit. Je dînais il y a quelques jours avec l'actuel Premier ministre, qui m'a invité à dîner ici, dans une petite gargote qui est un peu plus loin ici, où nous allons tous être invités à dîner par Aurélien Rousseau dans un instant. Oui. Et donc, c'est le président directeur général de la Monnaie de Paris, la seule usine, vraiment au cœur de la capitale, mais Aurélien qui a été mon directeur de cabinet adjoint à Matignon jusqu'à ce que je quitte mes fonctions de Premier ministre en décembre 2016 et qui continuera à exercer cette fonction pendant quelques semaines encore auprès de Bernard Cazeneuve. Et c'est vous, cher Aurélien, qui avez suggéré cette remise de récompense à l'insu du principal intéressé, vous qui avez donc permis qu'elle se tienne ici, et je crois pouvoir parler en notre nom, et à tous les deux, cher Rafi Marciano, en vous disant notre reconnaissance très sincère pour votre accueil. Cher Raphaël Marciano, nous voilà donc rassemblés ici pour vivre avec vous ce qui est toujours un moment très particulier, un moment comme on en vit peu et qui marque un parcours, la vie d'un homme ou d'une femme, un parcours, un engagement. Vous avez souhaité recevoir de mes mains la distinction, la médaille de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Cette distinction à travers laquelle la République vient couronner l'engagement, l'abnégation, le dévouement citoyen à des causes et des idées qui servent l'intérêt général et honorent notre pays. Et je crois que c'est justement là une définition assez fidèle, après celle que nous a proposée Aurélien Rousseau, de ce qu'a été, de ce qu'est, de ce que sera encore pour longtemps, je l'espère, votre raison d'être, votre moteur pour avancer et pour agir. J'ai cru entendre que le président de la République souhaitait réduire le nombre de distinctions de la Légion d'honneur, ce qui va mettre au chômage une partie de l'activité d'Aurélien Rousseau. Mais si d'avoir une seule Légion d'honneur mise cette année, une seule, tous les critères qui sont ceux de Raphaël Marciano seraient évidemment accomplis. Et donc,
vous ne serez pas mis à l'écart. Je pense à tous ceux qui sont déjà très inquiets pour l'avenir et qui ne pourront pas bénéficier des promotions. Moi, c'est bon, j'ai les plus grandes pour avoir été tout simplement Premier ministre et pas pour mes mérites personnels, mais je pense à tous ceux qui sont inquiets. Vous n'avez aucune raison d'être inquiet. D'abord parce que nous sommes là ce soir et que la Légion d'honneur est là, qu'elle est fabriquée un peu plus bas, et donc le complot était déjà bien organisé. Je n'oublie pas, évidemment, votre famille, qui vous est si chère et si précieuse, vous me l'avez présentée, et qui vous accompagne à chaque instant, même de loin. Votre femme qui est ici, dont vous jouez, je n'en doute pas un seul instant, la patience et le courage face à vos absences, qui ont dû parfois être longues, et face au sacrifice qu'exige forcément tout engagement, et donc un engagement comme le vôtre. Vos enfants, Lisa, Nathanaël, Michael, leurs conjoints bien sûr, qui sont là, dont la réussite fait votre fierté et auxquels vous vous félicitez d'avoir transmis le sens des valeurs républicaines, tout en restant fidèles à leur judaïsme, à leur judaïcité. Et je ne doute pas qu'ils seront si précieux, si particuliers, si original à vos 9 petits-enfants, pour lesquels vous êtes, je n'en doute pas un seul instant, un grand-père attentif et bienveillant, et dont au moins 2 d'entre eux vont donc jouer un rôle très important ce soir. Votre sœur et votre la planète, j'en ai déjà ici ce soir. Et je sais l'importance que cela revêt pour vous. Je sais que vous voyez là la marque de ce que vous ont légué vos parents, disparus tous les 2. Et j'imagine que vous pensez à eux ce soir. Et la marque, c'est le sens de la famille, le respect des valeurs que cela implique. C'est donc, et sachez-le, un véritable honneur pour moi que cette marque d'amitié que vous me faites ici, et c'est avec énormément de plaisir que je l'ai reçue. C'est l'avantage aujourd'hui de ma fonction, c'est de pouvoir dire oui ou non, et c'est qu'on fasse éventuellement appel à moi pour remettre ces distinctions, et je le fais évidemment toujours avec beaucoup de plaisir, mais ce soir tout particulièrement. Et c'est ce geste si fort et si symbolique, cette transmission en quelque sorte, qui m'apparaît comme particulièrement lourde ce soir, ce moment, cette transmission particulièrement lourde de sens, tant nos façons, je le crois, de penser, de voir le monde, notre société, ses richesses, ses travers et ses défis aussi, tant nos analyses, je l'espère, sont proches et complémentaires, nous allons en parler. Nous avons à de nombreuses reprises eu l'occasion de les évoquer. Et j'ai toujours été frappé par la grande lucidité qui est la vôtre, votre recul sur l'époque que nous vivons avec ses passions et ses fractures, et au fond sur les solutions que nous devons chercher ensemble. Ensemble, car là est la clé pour répondre aux grands enjeux qui sont devant nous, qui portent ni plus ni moins que sur l'existence de ce que nous sommes, de notre communauté nationale. Oui, pour vous comme pour moi, ces réflexions donnent sens à nos parcours. J'y reviendrai. Cher Raphaël, ou cher Rafi, le dialogue interculturel, le métissage identitaire, le mélange des influences, des références, des origines, le partage en somme, ces notions sont dans votre sang et dans votre histoire même, celle de votre famille que vous qualifiez vous-même de juifs traditionnels, installés depuis l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 au Maroc, où vous naissez, enfin quelques siècles après, je penserais que vous êtes né en 1493. Vous naissez à Casablanca en 1948. À cette époque, la communauté juive marocaine compte plus de 300 000 membres et votre père, commerçant, en est l'animateur, le dirigeant. C'est là, sous le soleil et les orangers, que vous vivez une enfance heureuse et riche, marquée, je n'en doute pas, par la douceur de vivre. C'est là que se forgent aussi les réflexes et les convictions qui fonderont votre engagement,
car vous grandissez dans une famille de militants et de dirigeants, observant les allées et venues de personnalités intellectuels, écrivains, hommes politiques, universitaires, qui fréquentent assidûment vos parents, qui ont construit un foyer où règne la convivialité, le partage, toujours, et la pluralité. Mais ces années sont aussi celles qui voient la communauté juive quitter en masse le Maroc. Pour Israël, bien sûr, mais aussi pour l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, ou encore la France, ou comme l'ont fait vos frères avant vous, vous vous installez en octobre 1960. Vous ne fuyez pas le Maroc, bien au contraire, puisque c'est là-bas que, vous le dites vous-même, sont vos racines, la terre de vos ancêtres. Non, vous venez en France, poussé par le désir de vos parents de vous prodiguer la meilleure éducation qui soit. Alors vous fréquentez l'école primaire Lucien de Hirsch, la plus ancienne école juive de France, puis le collège et le lycée Yapné, à l'issue duquel vous obtenez votre bac en 1969 et entamez des études universitaires en sciences politiques. J'espère que tout cela est précis. Vous avez confié tous ces éléments à mon assistante Juliette Nutti ces derniers jours. C'est au fil de ces années, je le crois, au cours de cet apprentissage intellectuel, universitaire, et de ce parcours de vie qui démarre tout juste, que vous forgez précisément les convictions qui portent encore aujourd'hui votre engagement. Plus vous avancez dans vos études, plus vous multipliez les rencontres et les expériences, plus vous confortez bien sûr votre attachement à la France, à la République et à ses valeurs, en même temps que vous approfondissez votre rapport au judaïsme français dans toutes ses composantes. Cela sans jamais renier l'héritage familial et culturel que vous gardez toujours avec vous. Chez vous, universalisme et pratiques religieuses assidues ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Dans le monde que vous habitez, s'engager activement et prendre par exemple la tête des étudiants juifs de France, se lancer dans le combat politique, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme au sein de la LICRA sont autant de facettes d'un seul et même combat. Vous vivez alors des épreuves qui vous marqueront dans votre chair et qui aujourd'hui résonnent encore en vous comme autant de rappels de ce qu'est la répression, de ce qu'est la persécution et de l'éminente importance de les combattre. Vous vous souvenez avec force et intensité, vous y reviendrez sans doute, du voyage que vous fîtes jeune militant en République fédérale d'Allemagne, aux côtés de Serge et Beat Klarsfeld, dans le cadre d'une action contre l'ancien chef de la Gestapo de Paris, Ernst Aschenbach. Vous y serez arrêté et incarcéré dans la prison d'Essen. Et là, loin de vous laisser décourager ou intimider, vous nourrirez un besoin plus impérieux encore de vous battre pour ce que vous croyez juste et grand. Vous serez d'ailleurs libéré sous la pression du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Ernst Aschenbach, lui qui avait participé à la déportation de 2000 juifs à Auschwitz en 1943 et avait été élu député au Bundestag où il défendait d'ailleurs l'amnistie des criminels nazis. Et il tomba suite à la diffusion du dossier constitué contre lui par Beat Klarsfeld. Il termina ses jours à la prison des ses crimes. En 1978, c'est en URSS que vous rendez et que vous rencontrez les réfugiés, ces dissidents juifs soviétiques à qui les autorités refusaient la délivrance de visas d'émigration pour quitter l'Union soviétique et que vous ravitaillez en cassettes de cours d'hébreu et la connaissance de Nathan Sharansky, opposant soviétique, anticommuniste, militant des droits de l'homme, dissident, tous très jeunes et qui furent d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, indépendamment de notre engagement défendu ici par ce que l'on appelait les nouveaux philosophes, pas toujours d'ailleurs bien accueillis en France, et pourtant qui, avec un courage, la liberté. Nathan Sharansky qui obtiendra en 1989 des mains du président Reagan la médaille de la paix, avant d'enchaîner, vous le savez, les responsabilités au sein du gouvernement d'Israël et de prendre en 2009 la présidence de la
C'est par ces rencontres, par ces moments de partage si intenses qui jalonnent votre parcours et votre apprentissage que vous forgerez une personnalité si fortement marquée, ici je crois ne pourra contredire, par cette générosité, ce sens du partage, cette ouverture aux autres qui vous guideront dans toutes vos actions. Des rencontres du monde politique également, à gauche ou à droite en particulier, puisque c'est à cette époque que vous liez avec Lionel Jospin, Dominique Strauss-Kahn ou François Léotard parmi d'autres. Vous partagez avec la démocratie, le dialogue et le rapprochement interreligieux aussi, celui-ci étant peut-être le premier de vos combats, celui qui organise tous les autres. Et je dois dire à quelle conviction nous unit tous ici, et nous unit peut-être vous et moi. À quel point, dans mon propre parcours personnel et politique, j'ai pu moi aussi, à tant d'égards, nourrir cette certitude qu'il est la clé de beaucoup des grands enjeux de notre époque moderne. Dans la laïcité, bien sûr, dans cette liberté qu'a chacune et chacun de pratiquer librement son culte dans la sphère privée, bien sûr, mais aussi dans la capacité des responsables religieux et de tous les croyants à se retrouver sur l'essentiel, qui est la foi et les valeurs qui la fondent, la fraternité, la générosité, le don de soi, l'enrichissement mutuel et permanent à travers le dialogue qui doit permettre de vivre en paix et ensemble. C'est fort de ces valeurs, celles d'un judaïsme profondément progressiste et ouvert, que vous entrez à la fin de vos études au centre universitaire Rachi, où vous êtes chargé d'animer des activités culturelles et dont vous continuez à forger le statut. Vous y faites montre d'une énergie inépuisable, de cet esprit vif et aiguisé grâce auquel vous développez au sein de ce centre la créativité qui le caractérise, ouvrant ainsi une nouvelle page culturelle du judaïsme français, celle d'une composante à part entière de la culture française et pleinement intégrée dans la République, soucieuse de porter haut ses valeurs. C'est essentiel. C'est d'ailleurs un des moyens en général et ce qu'est le judaïsme français en particulier et qui devrait en inspirer beaucoup. Et c'est à travers cette connaissance du judaïsme que j'ai pu prononcer des phrases qui ont été, me semble-t-il, importantes en 2015, après les attentats de Charlie de l'Hypercacher, quand j'avais dit que la France, les Juifs de France, n'étaient pas ou ne seraient plus tout à fait la France, parce que vous êtes une part profonde de ce qu'est notre identité nationale. Parallèlement à cela, vous lancez dans un autre chantier, si on peut s'exprimer ainsi, un autre de vos combats, celui de l'aide aux enfants défavorisés, qui ne peuvent pas partir en vacances. Jamais indifférent face aux difficultés des autres, vous engagez donc dans les colonies de vacances pour les plus démunis, notamment dans la formation de cadres et la direction de stages pédagogiques. Et ici, je dois citer le grand rabbin de France, Haïm Corsia, heureusement ne peut être présent ce soir, et on est désolé, mais avec qui nous avons pu échanger à votre sujet, et qui ne tarit pas de belles réflexions à votre égard, avec l'humour qui le caractérise, bien sûr, mais avec toute la sincérité qui est la sienne. Et pour lui, votre action dans le cadre de ces colonies de vacances est particulièrement révélatrice de ce que vous êtes intrinsèquement et de ce qui a toujours motivé votre action. Haïm Corsia voit en vous un inventeur, un passeur acharné qui a consacré toute son énergie à inventer des méthodes de transmission, des savoirs, de la culture, de l'ouverture et donc du bonheur, en quelque sorte. Il voit en vous un des meilleurs animateurs culturels de la communauté juive française, tout simplement parce que chez vous, tout passe par le sourire. Souvent même par ce fou rire communicatif qui vous est si propre. Votre conception du partage est au fond très biblique, très pure, très directe. C'est un peu le rabbin Corsia qui s'exprime ce soir, et pas moi, je veux vous rassurer. C'est simplement le sens que vous avez choisi de donner à votre vie. Vous savez qu'aucune richesse de ce monde ne vaut la peine si elle n'est pas un peu partagée. Et la transmission chez vous, c'est une passion, celle d'amener les gens à se trouver et à se dépasser,
ce que vous faites en découvrant les jeunes talents dans le spectacle des intellectuels, des écrivains. Alors, fort de ces certitudes, vous faites évoluer le Sandrachi en un lieu privilégié de rencontre de toutes les cultures et de tous les courants juifs. Et là, c'est peut-être un défi plus grand encore que celui du dialogue interreligieux, celui de permettre la rencontre entre tous les mouvements du judaïsme. Il n'y a peut-être que vous qui puissiez accomplir cet exploit politique, civilisationnel et religieux, faire parler ensemble tous les courants du judaïsme français. En 1995, vous prenez la direction de ce qui deviendra, sous votre autorité, toujours bienveillante, l'espace culturel et universitaire juif d'Europe et de la MJC Lafayette, qui, de l'avis de tous, constitue peut-être le point d'orgue de votre action. Un lieu unique, exceptionnel, où vous mettez en œuvre votre projet, celui d'un lieu communautaire très ouvert, sur la ville, sur toutes les cultures, prenant l'émancipation et le progrès, rendant accessible au plus grand de celui à votre maître à penser, Elie Wiesel. Il y a quelques jours, que je reviens, vous le savez, d'Israël, il y a quelques jours, en me rendant une nouvelle fois dans ce lieu unique de Yad Vashem, à la recherche d'une partie de l'histoire de la famille de ma femme, d'Anne, nous sommes tombés sur cette photo à la libération des camps où on voit Elie Wiesel, très jeune, rescapé de ces années d'horreur. Elie Wiesel qui a pensé ce qu'a été la Shoah, qui vous a accompagné pendant plus de 35 ans et qui, plus qu'aucun autre encore, a marqué donc de son empreinte votre parcours de vie et la sensibilité au monde qui est la vôtre. Car s'il y a un trait de caractère qui vous est étranger, c'est la prétention. Vous ne manquez aucune occasion de faire référence à celles et ceux qui vous ont inspiré, dont le travail vous a nourri et de vous récolter. Et c'est tout particulièrement le cas pour Elie Wiesel, dont vous figurez en bonne place dans les mémoires, vous qui organiserez en 1993 la rencontre des prix Nobel de la paix qui sont Mitterrand. Mais je vous laisse le soin d'évoquer plus précisément votre relation et votre héritage, car ils appartiennent à vous et à vous seul. J'évoquerai encore, car je sais l'importance qu'ils ont à vos yeux, celles et ceux que vous fûtes amenés à fréquenter dans le cadre de grands projets universitaires que vous initierez au Centre culturel universitaire juif, Emmanuel Levinas, André Neher, Léon Ashkenazi, mais aussi la nouvelle génération, je l'évoquais, Raphaël Drey, Bernard-Henri Lévy, que je vais retrouver ce soir au cinéma Saint-Germain pour une manifestation de soutien aux Kurdes. Alain Finkielkraut, dont le dernier livre de dialogue est un plaisir intellectuel à lire et à rappeler. Shmuel Trigano, Marguerite Duras, Paul Ricoeur. Autant de grandes figures intellectuelles, écrivains, avec lesquels vous travaillerez pour donner corps à ce judaïsme et à ce judaïsme progressiste, au sens où il n'est jamais étranger à ce qu'est la réalité et au mouvement de la société. Ouvert et tolérant, que vous à fonder au cœur de la République et en intégrant pleinement ses préceptes. Ce judaïsme que vous approfondissez, enrichissez et partagez en organisant et en participant de nombreux colloques et débats, mais aussi dans vos publications écrites, théorisant notamment les formes du dialogue judéo-chrétien que vous définissez comme un paradigme pour d'autres dialogues dans d'autres lieux. Dans la continuité de ce mouvement intellectuel et spirituel qui vous anime, vous participez au centre du centre que vous dirigez à la création de l'amitié judéo-musulmane de France, aujourd'hui à Ris-Orangis, dans le département de l'Essonne, qui est cher, et qui intervient beaucoup chez moi, qui a presque commencé d'ailleurs, dans le cadre de manifestations visant à encourager les échanges entre communautés et musulmanes. C'est un travail magnifique et essentiel. Histoire, la Grande Mosquée de Paris, les collectivités partenaires. Je veux saluer ici avec un hommage tout particulier
ceux qui le font vivre sur le terrain, Michel Safati, rabbin d'Évry, qui furent récompensés d'ailleurs avec Monseigneur Dubost, par Majesté, par la sœur du roi du Maroc. Vous le voyez, le Maroc est aussi à l'honneur ce soir. Bien sûr, ne soyons pas naïfs. Nous savons qu'il y a la bonne volonté, qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui font vivre ce dialogue, mais nous en connaissons aussi les difficultés sur le terrain. Mais j'en reviens à vous, cher Rafi, et récompenses qui sont venues couronner votre travail acharné en faveur du partage de la paix entre les religions et de l'amitié entre les hommes. Dans le cadre de votre participation au Conseil des communautés marocaines à l'étranger, aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem notamment, vous recevez des mains du roi du Maroc la plus haute distinction qui soit, le Wissam Alaouit, en mars 2007. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, avec qui vous avez pérennisé la tradition des vœux à la communauté juive de Paris, mettra également la médaille de la ville de Paris. Enfin, comment ne pas parler, en retraçant votre parcours, de votre contribution ardente et combative à la défense de l'État d'Israël, à sa sécurité, à sa légitimité. Votre action pour la paix au Proche-Orient, pour deux États vivant côte à côte dans la paix des peuples et des nations. Et j'ai une pensée ce soir pour Marek et Clara Alter, puisque Clara nous a quittés il y a quelques jours. Et puis, je vous à tous la lecture du bel éditorial qui sort cette semaine de Jean Daniel sur l'actualité, ce qui se passe, mais aussi par un beau rappel au combat, par exemple, de Pierre Mendès France, qui pourrait toujours nous inspirer. Par chaque aspect de votre vie et des combats que vous menez de front, quotidiennement et sans relâche, vous êtes un militant, un vrai, avec la conviction chevillée au corps que ce en quoi vous croyez est juste et que votre cause est belle. Et ce que je veux avant tout saluer ce soir, c'est cette très grande ouverture, ce sens inébranlable du partage, cette belle générosité qui imprime leur marque sur tout ce que vous entreprenez. Et c'est cette volonté tout simplement de construire des ponts solides et durables entre les croyances, entre les cultures, entre les hommes, car nous avons tant à apprendre de l'autre si nous parvenons à dépasser ceux qui nous distinguent en surface. C'est votre combat pour la jeunesse, car vous croyez dans sa capacité à dépasser justement ces petites différences et à réussir là où d'autres échouent depuis trop longtemps. La France, cher Rafi, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, est un beau pays, est un drôle de pays en même temps. C'est le pays de la laïcité, de la séparation de l'État et des églises, mais on parle toujours de religion. Et la religion est très présente dans nos débats publics. Et pourtant, c'est assez normal. La France, évidemment, est un pays aux racines chrétiennes, qui a vu des guerres terribles entre catholiques et protestants. C'est le pays qui accueille la plus vieille et la plus grande communauté juive d'Europe. C'est le pays où l'islam est aujourd'hui la deuxième religion. C'est aussi le pays de 1789, c'est le pays de la République, c'est le pays de la loi de 1905. Et c'est ça qui fait que nous sommes un pays original, un peu à part, qui défend avec force, et je le fais parce que je crois que c'est essentiel, la laïcité. Mais la laïcité n'est en rien contraire à la capacité, à la possibilité de croire ou ne pas croire, à la place des religions dans notre société, aux besoins de sacré de chaque individu, de transcendance, d'attente de quelque chose, de compréhension au monde. Et tout simplement, on a besoin d'intelligence pour comprendre d'où on vient ou pour comprendre l'histoire des tableaux ou des sculptures qu'on trouve dans nos musées. C'est ça, et vous l'incarnez. Et le judaïsme français que vous incarnez est au cœur de cette compréhension. Et il suffit d'ailleurs d'entendre dans nos synagogues la belle prière en faveur de la République, pour comprendre ce qu'est aussi
l'attachement du judaïsme à la France et de la France au judaïsme. Et ceux qui combattent avec les méthodes les pires ce qu'est la réalité du judaïsme français, non seulement doivent être punis par la loi, mais c'est qu'ils ne comprennent en rien ce qu'est profondément. C'est enfin la très grande exigence, le très grand pragmatisme, cette intelligence du cœur qui fait que religion et république, que jamais vous n'envisagez les traditions religieuses sans les ancrer profondément dans nos valeurs républicaines. Vision au fond combien moderne, ô combien nécessaire au vivre ensemble, qu'on ne peut ne pas partager, mais qui est au cœur d'une démarche, la vôtre, profondément humaniste. Et il faut le rappeler dans ces moments difficiles, et cette cérémonie, au fond, est là, dans ce moment-là, où nous venons d'apprendre le procès, le verdict du procès Merat, mais au-delà du verdict, nous avons pu tout simplement voir ce qu'était la fabrication de la haine des Juifs, de l'antisémitisme et de la haine tout simplement de la France. Quelques heures après la profanation de la stèle de Ilan Halimi à Bagneux, des reportages de ce nouvel antisémitisme qui s'est construit dans les quartiers populaires et que nous dénonçons nombreux dans ce pays, parfois de la perte de certains, à gauche ou à droite, sur ces questions-là. Et rappelez votre parcours, c'est une manière d'essayer non pas d'oublier ces faits, mais de les dépasser et d'apporter la plus belle des réponses. Et donc c'est ce combat si actuel, dramatique à certains égards, mais vital, ce combat que nous partageons, qui me conduit, cher Raphaël Marciano, à vous élever au rang de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Raphaël Marciano, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Gadebdi d'avoir pris l'organisation de cette soirée. Gadebdi, que vous avez vu tout à l'heure présenter, je vous donne un scoop, ce sera mon successeur début 2018 à la tête de l'espace culturel universitaire juif d'Europe. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, Monsieur Aurélien Rousseau, président, directeur général de la Monnaie de Paris, Madame l'ambassadrice d'Israël à Paris, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Paris, Monsieur le représentant du Grand Rabbin de France, Messieurs les grands rabbins, Monsieur le président du Fonds social juif unifié, Monsieur le président d'honneur du Consistoire de Paris, Madame Marie-Carole Siantu, maire de Sucy-en-Brie, parce que j'habite à Sucy-en-Brie, saluez. Mesdames et messieurs les élus, Madame la pasteur Topman, les prêtres catholiques qui sont avec nous, chers amis. En ce moment solennel et émouvant, mes pensées vont tout d'abord à ceux qui m'ont donné la vie et qui m'ont enseigné l'amour d'une belle et grande tradition. Mes parents, aujourd'hui disparus. J'ai aussi une pensée affectueuse pour ma jeune sœur Alice, prématurément disparue. Une pensée aussi à la mémoire de mes cousins Claude Aziza et Sami Abou. Chers amis, je ne serai pas là aujourd'hui sans l'encouragement dévoué et constant de ma femme Annie, qui a toujours compris avec clairvoyance quel pouvait être mon rôle et qui a partagé mes rêves et m'a soutenu avec passion et avec patience.
Je dois dire qu'à travers toutes ces années d'intenses activités, mon idéal était de transmettre à mes enfants un héritage culturel et judaïque lumineux. Ils sont aujourd'hui ma fierté légitime et les continuateurs fidèles des idéaux de notre famille. Je voudrais rappeler ici le soutien et l'affection chaleureuse de mes frères et sœurs venus des 4 coins de la planète pour ce merveilleux moment. Un mot de reconnaissance à mes amis chrétiens et musulmans présents dans la salle, avec lesquels je partage le rêve d'un monde meilleur et d'un monde plus juste. Cette décoration, Monsieur le Premier ministre, m'invite à réfléchir à l'itinéraire de ma vie. Et je tiens à vous dire toute ma reconnaissance, car je sais que vous avez été à l'initiative de cette distinction avec mon ami Aurélien Rousseau, maître des lieux et président directeur général de la Monnaie de Paris, que je remercie de son accueil et de tout son soutien. Cette fierté, je tiens à partager avec toute l'équipe de l'espace culturel universitaire juif d'Europe et de l'Institut universitaire d'études juives Elie-Wiesel, et dire mon affection au président Edmond Elalouf, mon immense respect, sachant tout ce que je lui dois. Cet honneur aujourd'hui ne s'adresse pas à un gestionnaire de la culture. Il s'adresse à un militant de la culture, un juif français qui a cherché tout au long de sa vie à vivre dans les valeurs éthiques de la tradition juive et dans la fidélité aux grands principes républicains. Comme vous l'avez souligné, je suis né au Maroc, dans la belle et lumineuse ville de Casablanca. Je suis d'ailleurs très touché par la présence de son Excellence Chakib Ben Moussa, ambassadeur du Maroc à Paris. Dans les années de mon enfance, je puisais dans ce monde et dans ma famille des trésors de sagesse juive qui m'a toujours accompagné à travers toutes les vicissitudes de mon existence. Un judaïsme marocain, de la tradition dans la joie, de la mémoire dans l'optimisme, de la festivité dans le partage. Un judaïsme qui a construit mon âme et qui a nourri mes rêves et qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et c'est par fidélité à mes racines profondes de juifs originaires du Maroc, nés au sein d'une communauté vieille de 15 siècles, que j'ai décidé de consacrer ma vie à préserver, à enrichir un patrimoine spirituel qui s'adresse à toute l'humanité. En arrivant en France à l'âge de 11 ans, je n'ai pas abandonné ce magnifique héritage de mes ancêtres. Je l'ai gardé en commençant à m'ouvrir à cette belle et grande culture française que j'ai toujours admirée. J'ai découvert alors un monde nouveau, plein de créativité, plein d'imagination et de sensibilité. Mais j'ai aussi découvert, hélas, des pages beaucoup plus sombres et tragiques de cette riche histoire. La persécution, la haine, la déportation, la Shoah. Vivre à Paris a été pour moi une exceptionnelle opportunité de rencontre des grandes figures qui m'ont profondément marqué, des penseurs, des éducateurs, des artistes, des écrivains, des universitaires, des intellectuels, des hommes politiques et des hommes de foi. Je voudrais rappeler ici le souvenir du grand rabbin Henri Chili et du rabbin Saül Naouri et du rabbin Emmanuel Chouchna. Monsieur le Premier ministre, des hommes de foi pour lesquels la foi n'est pas un simple mot, une affirmation formelle ou un dogme à répéter interminablement. Pour eux, la foi était un engagement, non pas l'engagement d'un bref instant, mais l'engagement de toute une vie. La foi, pour eux, était un combat pacifique, mais aussi dramatique, pour que le rêve devienne réalité, pour que les idéaux s'incarnent dans la vie et pour que l'utopie se réalise dans le quotidien. Ces hommes ont enrichi la société, le monde, et ils nous ont démontré que l'égoïsme n'est pas la seule loi de la vie et de l'histoire. Ils nous ont montré que nous pouvons avoir une ambition plus belle,
une ambition plus haute, plus noble que la défense de nos intérêts individuels. Dans cette constellation des visages qui ont marqué ma vie, je voudrais saluer mon ami et complice depuis 40 ans, le professeur Franck Larosky, et lui dire toute ma reconnaissance. D'autre part, j'ai trouvé un homme exceptionnel, témoin de la plus terrible catastrophe de l'histoire juive, défenseur de la liberté humaine face à la tyrannie et à la persécution, avocat infatigable de la mémoire, Elie Wiesel. Il n'est pas seulement pour moi l'auteur d'ouvrages que j'ai lus avec passion, il a été pour moi l'interlocuteur d'un dialogue intime où nous avons évoqué la complexité de la condition humaine à travers son visage juif, l'héroïsme et la lâcheté, l'action et l'amour de la liberté, le désir de paix et l'instinct de guerre, la foi et le doute. L'exemplarité de son parcours m'a encouragé à aller plus loin dans la réalisation de mes projets. J'ai eu l'immense privilège, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, d'aider Elie Wiesel à mettre en place l'un des plus formidables projets de notre temps, la réunion à l'Élysée sous le parrainage du président François Mitterrand des lauréats des prix Nobel. Et pour la première fois dans l'histoire, les grands physiciens, chimistes, médecins, économistes, écrivains, intellectuels et militants des causes humanitaires de la planète se réunissaient à Paris pour délivrer un message en faveur d'un monde plus juste, plus libre, vivant dans la tolérance et la paix. Pour ma part, dans mon parcours, je me suis efforcé de prôner et de mettre en œuvre des idées fortes. Des idées fortes. La culture du dialogue, pas de la crispation et de l'enfermement. La société civile doit dialoguer avec les responsables politiques pour que la démocratie soit vivante. Pas de fossé entre les décideurs et les citoyens. La culture comme mémoire, la culture de l'histoire. Une société ne doit pas vivre dans le refus et l'oubli du passé. L'importance pour les nouvelles générations de connaître les heures les plus dramatiques de notre histoire, et cela à travers les tragédies les plus cruelles, mais aussi les actes les plus héroïques de la résistance à l'oppression. L'importance du dialogue entre les cultures et les confessions. Notre société, Monsieur le Premier ministre, est parfois en danger quand les citoyens ne se parlent plus, lorsqu'ils sont enfermés dans leurs certitudes, sans chercher à comprendre les convictions des autres. De là, l'importance que j'ai toujours accordée au dialogue du judaïsme avec le christianisme et avec l'islam. C'est cette audace, c'est cette ambition qui m'ont fait réaliser ces grandes rencontres qui autrefois ont surpris et étonné et aujourd'hui font partie du panorama culturel. Notre philosophie a toujours été de privilégier la libre circulation des idées. À Paris, qui a toujours été une ville sensible aux bouleversements et aux mutations de la planète, nous avons, Monsieur le Premier ministre, porté notre regard sur l'une des plus belles et fortes expériences de réalisation démocratique de notre temps, l'État d'Israël. À la fois foyer de rassemblement des Juifs venus des quatre coins du monde et lieu d'une intense créativité scientifique, éducative, culturelle, économique. Et je salue la présence de Madame Aliza Ben-Noun, ambassadrice d'Israël à Paris. Un État que vous avez toujours soutenu, Monsieur le Premier ministre, avec beaucoup de courage, face à une opinion publique parfois dubitative. Cette occasion nous invite à préciser notre philosophie d'une façon claire et sans ambiguïté. Nous avons toujours affirmé notre solidarité fraternelle avec ce jeune État face à des ennemis qui cherchent encore à l'anéantir. Cette solidarité, il faut la préciser, s'adresse à la société israélienne dans son ensemble. Elle n'a rien à voir avec un quelconque soutien à un tel ou tel courant politique ou idéologique de cette société profondément plurielle qui a droit à la reconnaissance internationale de son État, le seul État de la région qui a toujours, depuis son indépendance, vécu dans le respect des valeurs démocratiques.
Permettez-moi aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, de vous parler de mon casier judiciaire symbolique. En effet, je suis sorti de la légalité à 2 reprises quand j'ai constaté que la légalité n'était que le masque d'une injustice intolérable. Je suis parti en Union soviétique pour rencontrer dans la clandestinité des refusniks, ces militants juifs persécutés par le régime du Kremlin, qui cherchaient à transmettre dans le plus grand secret des rudiments de l'hébreu et du judaïsme à une population juive privée du droit à la connaissance de sa culture. Je me suis rendu aussi en République fédérale allemande avec mes amis Serge et Beat Klarsfeld et mon ami Serge Adjornberg pour exiger que les criminels de guerre nazis qui coulaient des jours heureux en pleine liberté après avoir commis des crimes effroyables soient traduits en justice, ce qui m'a valu, Monsieur le Premier ministre, mon premier et seul séjour en prison, qui continue à être pour moi un motif de fierté. Mais ma vie ne se limite pas à ces moments dramatiques. J'ai consacré toute mon existence à la cause de la culture juive dans la société française et européenne. Un patrimoine que vous, Monsieur le Premier ministre, avez présenté comme une source primordiale pour la civilisation française. Je tiens à vous dire combien vos paroles, nos rencontres m'ont encouragé à poursuivre avec encore plus d'énergie dans la direction que je me suis tracée. Pour ma part, à mes amis qui me demandaient si je prenais ma retraite, je répondrai que ma vie ne reconnaît pas cette notion. Ma vie n'a été et ne sera qu'une succession de défis. Au cœur de tout mon travail, il y a toujours eu une conviction profonde. La culture n'est pas seulement un héritage du passé, mais moins encore une relique d'un monde perdu. La culture est et doit être un éternel recommencement, une construction quotidienne, un effort de tous les jours où la nouvelle génération doit trouver l'espace privilégié pour la réalisation de ses rêves. La culture s'invente et se crée jour après jour. C'est la raison pour laquelle nous devons ouvrir les portes de nos institutions aux jeunes talents, musiciens, écrivains, cinéastes, artistes, intellectuels, qui, eux, donneront naissance à la culture de demain. C'est l'un des objectifs que je me suis efforcé d'accomplir et qui me semble au cœur de la grande aventure de la construction culturelle. Monsieur le Premier ministre, nous vivons en France et en Europe au sein d'une société qui doute, au sein d'une société qui s'interroge, qui vit dans l'inquiétude et parfois dans les déchirements et les conflictualités. Une société où parfois de nos jours, les Juifs, et vous vous avez rappelé, mais je voudrais rappeler que les Juifs en France sont là avant Astérix. Une société où parfois de nos jours, les Juifs que vous avez eu le courage et le mérite de reconnaître, le rôle dans l'esprit national, s'interrogent sur leur nouvelle solitude et sur leur place dans la cité. Car les Juifs de France ne sont pas seulement des individus isolés, ils forment une belle et une magnifique communauté solidaire, une communauté fraternelle, une communauté lumineuse et une communauté rayonnante. C'est dans cette société du présent que nous devons réfléchir à ce que sera la société du futur. À nous de construire les passerelles et d'inventer les voies pour que la culture ait le dernier mot face à la barbarie et au fanatisme. Un judaïsme exigeant, un judaïsme lucide, éclairé dans la République, au cœur de la société, pourra contribuer à la richesse et à l'essor de ce magnifique esprit français de liberté, de culture, auquel nous sommes tous tellement attachés. Merci. Merci.
la communauté, ou du moins les amis de Rafi, sont venus ce soir dans cette belle salle de l'Hôtel de la Monnaie, qui est bien située à côté de l'Académie française, en face du Pont Neuf. Et personnellement, je connais Rafi depuis plus de 50 ans. Et je suis venu l'honorer et puis montrer qu'effectivement, le travail qu'il fait mérite d'être récompensé d'une part par la Légion d'honneur, mais d'autre part par la considération de tous ses amis qui approuvent la qualité, son organisation, la direction du centre communautaire, dont il est vraiment la cheville ouvrière et le pilier. Alors je souhaite que cette décoration ne soit que le début d'une autre période d'activité pour Rafi et longue vie. C'est une soirée magnifique qu'on attendait depuis longtemps et on est très heureux d'être bien accueillis et que Rafi soit bien entouré. Voilà, très heureux pour lui. Il y a des hommes et des femmes qui ont consacré toute leur vie à la culture et surtout à la lutte pour une culture libre, ouverte, saine et créative. Et c'est là quelque chose d'essentiel à une époque où la civilisation combat la barbarie et le fanatisme. Parmi ces hommes qui ont consacré toute leur vie à l'essor de la culture, on trouvera Rafi Marciano, mon complice des 40 ans. Rafi Marciano qui n'est pas simplement à consacrer sa vie à la culture et à l'éducation dans le cadre du judaïsme, mais aussi et surtout à l'entrée du judaïsme dans la culture de la cité. Félicitations à Rafi Marciano. Nous sommes très heureux d'être présents au moment où la République française honore Rafi Marciano, parce que c'est vraiment l'homme qui a fait le plus pour la culture juive et pour tout ce qui est rapprochement avec les autres cultures, les autres religions. C'est un type formidable, un véritable visionnaire, et ça n'est que la juste reconnaissance de ses mérites. Écoutez, on est très content pour lui parce qu'on trouve que vraiment il a pris toutes ces années de belles initiatives dans différentes directions, et c'est bien que la France, qui l'a servi aussi en même temps que la communauté, puisse être reconnaissante à ce moment-là de sa carrière. Mazel Tov. Écoutez, c'est un responsable communautaire hors pair. Je crois qu'il n'y en a pas un deuxième sur Paris. Rafi, merci pour tout. C'est une très belle cérémonie. Je suis très heureux que ces mots aient été prononcés ici à la Monnaie de Paris. Merci. Voilà, un grand Mazel Tov à Rafi Marciano. J'ai été très touché par les propos que vous avez tenus à l'endroit de mon oncle, Rav Shaul Naouri, à la Vache Shalom, de mémoire bénie, et mon grand-père, Henri Chili. Ce sont, comme vous l'avez rappelé, des personnalités qui ont marqué la communauté et l'histoire de tant de jeunes comme vous, arrivés à Paris et qui, au contact de personnalités comme celle de mon grand-père, ont pu se forger une identité juive forte et surtout cette capacité à transmettre aux autres cette ferveur dont vous avez parlé dans votre discours, qui m'a beaucoup ému. Eh bien, malgré la retraite annoncée en 2018, je vous souhaite Be'atzlacha Rabba, pleine réussite, et surtout qu'on puisse peut-être profiter de cette retraite pour échanger encore plus sur le devenir de notre communauté, et en particulier le devenir du rabbinat et la formation des rabbins au sein de l'école rabbinique. En tout cas, c'est une invitation que je vous lance, et donc j'attends de vos nouvelles. Mazal Tov. Oui, je suis très content pour Rafi, je suis très content qu'il ait cette médaille, il l'a mérité, et c'est une très belle soirée, une très belle cérémonie. Merci Rafi, Mazel Tov. Cher Rafi, j'étais très ému par ton discours, un discours plein d'émotions, plein de courage aussi, un discours militant. J'ai été très touché par toute cette cérémonie. Je t'embrasse très fort. Rafi, c'est par ton intermédiaire que je suis rentrée dans la communauté. Le centre communautaire du boulevard Poissonnière, c'était mes premiers pas dans la communauté. On s'est retrouvés ensuite à Yavne. C'était encore une fois mes premiers pas dans l'éducation juive et au lycée. Et écoute, je sais pas, peut-être qu'un jour moi aussi j'aurai la Légion d'honneur. En tout cas, je suis très fière d'avoir assisté à ta cérémonie. Tu le mérites et tu mérites vraiment
tout ce qui peut t'arriver de bien encore. Et Mazel Tov à toi, Mazel Tov à toute la famille et de tout cœur. On vous aime très fort et bravo. Vraiment, on est super fiers de toi. Rafi, c'est Rachel et je te souhaite beaucoup de bonheur et je suis fière on est tous fiers de toi. Et bonne continuation, chérie. Et je t'aime comme mes enfants. Cher Rafi, on te remercie beaucoup pour ce que tu as fait, mais ne nous abandonne pas, il te reste encore beaucoup à faire. On compte sur toi pour l'avenir. Merci à toi. Rafi, on est fiers de faire partie de ta famille. Kol hakavod, un grand Mazel Tov et félicitations. Félicitations à Rafi Marciano pour cette décoration. Nous lui souhaitons une longue vie et qu'il puisse profiter de cette décoration à travers toutes ses fonctions et tous ses travaux. Merci beaucoup. En tous les cas, un très grand Mazel Tov, une très bonne circonstance pour voir un peu la famille et puis surtout de la fierté. Et on est fiers de lui, voilà. Rafi, mon camarade de prison, je le renverrai bien. Non, je suis content pour lui, il le mérite. Et bon, comme je crois qu'il en a plusieurs autres, bientôt il va ressembler à un ancien combattant russe. C'est bien, hein? Voilà, je suis content pour lui. Viens Rafi. Alors écoutez, je suis très heureux que Rafi ait reçu cette décoration parce que c'est vraiment une reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, pour les progrès des relations de fraternité entre tous et pour la question de la transmission et de savoir avoir une ouverture d'esprit qui nous permettra justement d'avancer tous ensemble pour plus de fraternité et construire une société où on se respecte dans nos différences, dans l'acceptation les uns pour les autres. Et vraiment, c'est un grand merci à Rafi pour tout ce qu'il a fait et j'espère pour tout ce qu'il va continuer à faire. Merci. Que puis-je te dire que je ne t'ai pas encore dit directement? Notre complicité, mon admiration pour toi, pour ce que tu es, pour ce que tu apportes aux gens qui t'entourent, pour ce que tu m'as apporté. Je peux dire que te succéder n'est pas simplement un honneur, n'est pas simplement un grand défi, mais c'est surtout, je le pense, la plus belle aventure et le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Donc voilà, tu sais comment je t'admire et je suis très reconnaissant de ce que tu m'apportes au quotidien. Je t'embrasse. Alors, que dire sur Rafi Marciano plutôt que ne pas dire sur Rafi Marciano? Vieux compagnon de route, quasiment depuis toujours, pratiquement toujours d'accord sur tout, sur l'activisme, sur la vision de la culture, sur la vision du monde. Alors un grand, super, immense Mazel Tov, mon très vieux pote.